Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mardi 10 mai 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, globalement, les marchés ont débuté depuis hier la semaine dans le rouge, que ce soit en Europe, mais également sur les contrats futurs. Actuellement, notamment américain, l'indice de valeur technologique, le Nasdaq, a déjà quasiment perdu plus de 2% en l'espace un jour et demi. Donc là, ça se reprend un petit peu. Donc des marchés toujours sous pression, freinés, comme vous le savez, par le resserrement de la politique monétaire de la Fed, mais surtout de la hausse fulgurante et sans faille, je dirais, des rendements obligataires. Alors, la semaine, notamment la semaine dernière, on attendait des ajustements, un catalyseur plutôt important, à savoir le rapport mensuel sur l'emploi, le rapport NFP du premier vendredi du mois, et ça n'a pas suffi, en tout cas, à relancer les indices et à permettre notamment un rebond. Derrière, on a quand même clôturé en baisse, puisque des investisseurs se montrant toujours inquiets à l'idée d'une hausse des rendements du Trésor, mais aussi la perspective de nouvelles hausses des taux de la Réserve fédérale américaine. Pour rappel, des investisseurs qui sont assez sceptiques sur la feuille de route de la Fed, sur la feuille de route à venir, concernant une hausse de taux de 50 points de base au mois de juin. Beaucoup d'opérateurs tablent, même si Jérôme Powell a écarté cette hypothèse, mais actuellement, beaucoup d'opérateurs price quand même une hausse de taux de 75 points de base pour le mois de juin. Et donc ça, voilà, ça crée des tensions sur les marchés. Alors maintenant, bien sûr, les chiffres publiés vendredi par le département du travail montrent quand même que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en avril. Le taux de chômage est plutôt, je dirais, excellent, puisqu'il s'établit à 3,6% en avril, comme le mois précédent d'ailleurs, mais surtout séduit par les 428 000 créations de postes en avril, soit beaucoup mieux qu'attendu. Les investisseurs ont suivi des éléments encourageants, dont la révision en baisse de 39 000 postes pour le mois de mars, qui a ainsi tempéré finalement le chiffre d'avril. Par ailleurs, les opérateurs se sont aussi inquiétés d'un léger tassement du taux de participation de la population active, alors que justement, que le marché de l'emploi est déjà assez tendu. Donc finalement, un rapport sur l'emploi un peu mi-figue, mi-raisin, qui n'a pas suffi à rassurer les opérateurs pour permettre un rebond derrière. Maintenant, la toile de fond, elle, reste inchangée ce matin. On évolue légèrement, je dirais, en hausse, que ce soit sur le marché européen comme américain. On le verra bien sûr sur la partie technique tout à l'heure. Des craintes toujours liées à l'inflation, à la politique monétaire, à la guerre bien sûr en Ukraine et à la crise sanitaire en Chine. Alors ça, c'est vraiment des éléments qui restent au premier plan sur les marchés financiers mondiaux. Maintenant, la semaine qui s'ouvre, on a pas mal de données macroéconomiques importantes à surveiller, notamment demain, mercredi, par la publication des chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis, le fameux CPI, qui ne manqueront pas forcément d'alimenter les débats. Excusez-moi. En tout cas, ce que je disais, c'est maintenir un petit peu les débats sur le rythme de relèvement des taux de la Fed. Donc, effectivement, actuellement, on a une inflation à hauteur de 8,4%. Et les chiffres qui sont censés, elles, publier demain, le consensus, stable sur une inflation à 8,1%. Donc, pic de l'inflation atteint en avril. Derrière, si c'est le cas, effectivement, ça va offrir je dirais un véritable bol d'air au marché à court terme. Mais enfin, on aura potentiellement des indices qui vont reprendre de la hauteur. Sinon, auquel cas, au lieu d'avoir 8,1% comme le consensus, on a 8,4 et 8,6. On dépasse les attentes très largement. Alors là, la grosse pression sur les marchés, à mon avis, la purge devrait se poursuivre, devrait continuer, notamment sur les valeurs de croissance. Maintenant, la perspective d'un resserrement monétaire agressif aux États-Unis influence bien sûr les marchés obligataires, notamment le marché des 10 ans américains
et les rendements des bons de trésor à 10 ans y allaient quand même à plus de 5 points de base maintenant. Hier matin, en tout cas, ça a monté de plus de 5 points et c'est monté, je crois, aux alentours des 3,18%. Ce matin, légèrement à 0,20, 0,15, 0,20%. On est depuis le plus haut depuis novembre 2018. Et son équivalent allemand, lui, a atteint son plus haut niveau depuis août 2014 à 1,16%. Donc forcément, plus les taux grimpent, je dirais, plus les rendements des bons de trésor vont continuer de grimper, pardon, plus on aura des marchés sous pression. Donc là, pareil, hein, il faut ici une accalmie d'abord dans un premier temps sur les taux pour permettre un petit peu au marché de reprendre un peu de couleur. Maintenant, on a aussi des préoccupations sur l'impact, notamment la crise du Covid-19 en Chine et ce phénomène finalement qui s'accentue puisque ce week-end, les autorités de Shanghai ont durci encore une fois les restrictions sanitaires par crainte d'un rebond des infections. Pardon. Donc là, pareil, hein, sur le plan sanitaire, pour l'instant, ça ne semble pas s'améliorer en Chine et donc crainte sur le ralentissement économique à venir pour le pays aussi, hein, un ralentissement économique mondial. Donc pour l'instant, des données un peu en berne, que ce soit sur le plan sanitaire ou notamment les taux. Reste à savoir ce que ça va donner, bien sûr, les chiffres mensuels des prix à la consommation aux États-Unis demain, car là, effectivement, ça risque d'être, comment dirais-je, quitte ou double hein, pour les marchés. Mais cet élément-là, si effectivement, je le disais, on parvient pardon, à avoir un pic de l'inflation, à mon avis, les marchés devraient quand même saluer ces statistiques et derrière revoir peut-être la feuille de route de la Fed. Effectivement, pour l'instant, le marché se montre pour le moment ultra pessimiste et table toujours sur plusieurs hausses de taux à venir. Mais si le pic voilà, de l'inflation atteint, alors peut-être que la Fed ne sera peut-être pas obligée de se montrer aussi agressif que prévu. Ici, vous avez un graphique intéressant sur tout ce qui est capitalisation boursière. Donc, on voit d'après ce graphique que la bulle se dégonfle de plus en plus. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Hein, on s'était montré un peu, voilà, on est monté un peu vers même plus vite, hein, même plus fort durant 2020. 2021, boosté notamment, qui a boosté la capitalisation boursière mondiale par des injections pharaoniques de liquidités. Maintenant, les banques centrales sont amenées un petit peu à se retirer, donc resserrement monétaire. Qui dit resserrement monétaire, forcément dit réduction du bilan. Et par le passé, hein, je vous avais montré plusieurs graphiques en vous disant notamment de regarder l'indice de référence financière mondiale, le S&P 500, qui évolue en tandem notamment avec les liquidités. Donc là, on parle de réduction du bilan des banquiers centraux qui commencent donc doucement à se retirer et forcément déjà inquiets bien sûr par le relèvement des taux et le risque, je dirais, de récession. Donc moins de liquidités sur les marchés, mais globalement l'ensemble des indices qui restent sous pression. Donc là, la semaine dernière, on a perdu encore 2000 milliards de capitalisation boursière. La bulle technologique, comment dirais-je, continue de se dégonfler. Le Nasdaq perd plus de 25% depuis le début de l'année. Les investisseurs qui ont un peu de mal quand même à digérer la première hausse de taux de 50 points de base de la Fed en 20 ans. Et comme je vous le disais, surtout la hausse fulgurante des rendements obligataires. Donc là, potentiellement, forcément, on a un mauvais cocktail pour les marchés qui font qu'on creuse un petit peu nos pertes et on pourra voilà, les plus bas si on n'a pas d'amélioration assez rapidement sur les marchés. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, comme je vous l'évoquais, hein, on a potentiellement une correction qui ont cassé le niveau du support, un peu comme sur le Nasdaq. Hein. Finalement, on fait une première jambe de baisse, on est remonté un petit peu, et là, on attaque une deuxième jambe de baisse. On est vraiment sur une correction du type, si vous connaissez un peu l'analyse des chartistes, du type ABC sur les marchés. Et à mon avis, vous pouvez retourner un peu plus bas en direction des 100 000 milliards les 100 000 milliards de dollars. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des actions vaut désormais, justement, environ 103 000 milliards de dollars, soit quand même 122% du PIB mondial. Et ça, on reste quand même assez,
Rappelez-vous, hein, je vous avais présenté aussi l'indicateur, il y a quelques temps de cela, de l'indicateur de Warren Buffett, où la capitalisation boursière par rapport au PIB mondial, on était monté quasiment à 140% du PIB mondial. Et là, on est redescendu à 122%. Donc, on reste quand même sur des niveaux de valorisation quand même assez élevés. On a des bulles qui n'ont quand même voilà, qui ont quand même bien dégonflé ces derniers temps, que ce soit sur certaines actions comme PayPal, comme Shopify, comme Netflix, mais pas mal de techno. Donc, on a quand même bien dégonflé, mais globalement, si on prend l'ensemble du marché, donc la capitalisation boursière mondiale, vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux assez élevés, voilà, 122% du PIB mondial. L'indicateur Warren Buffett, lui, estime qu'au-dessus de 100% du PIB mondial, les marchés rentrent en territoire de bulle, ce qui était le cas lorsqu'on est monté notamment à 140%. Là, on est quand même toujours à hauteur de 122%. Donc, à mon avis, il y a encore de la place pour corriger, chercher une dernière jambe de baisse pour avoir potentiellement quelque chose de plus stable et de repartir à court terme. Bien évidemment, pour l'instant, difficile de prévoir si on va avoir un creux de marché ou un rebond. Et derrière, finalement, est-ce qu'on va avoir un rebond de court terme avant d'aller chercher un niveau plus bas? Vous voyez, la raison dans un sommet, c'était en 2020, on était aux alentours des 90 000 milliards. D'accord. Donc, est-ce que le marché va aller chercher ces 90 000 milliards? Pour l'instant, c'est bien parti pour que la bulle continue de se dégonfler. Au niveau du calendrier économique, excepté l'indicateur ZOO de ce matin à 11 h et les perspectives donc, de l'énergie, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les informations importantes auront lieu notamment demain, comme je vous l'avais évoqué. Et ça, effectivement, il faudra suivre avec beaucoup de précautions. Alors, au niveau du programme du jour, on va parler de l'action Amazon, du Nasdaq, du pétrole et de la parité euro-dollar. On va démarrer déjà dans un premier temps sur l'action Amazon. Alors, on va passer sur la partie technique. Là, vous êtes sur l'action Amazon. Alors, avant de passer, de développer un petit peu plus sur la partie technique, alors juste pour vous résumer un petit peu, déjà là, vous avez 3 graphiques sur 3 échelles de temps différentes, à savoir que vous avez à gauche le mensuel, en hebdomadaire. D'accord, donc je vais essayer de vous arranger un petit peu tout ça. Et à droite, vous avez la partie journalière. Alors déjà, avant de parler sur la partie technique, on va parler un petit peu de la partie fondamentale. Il faut savoir que le chiffre d'affaires d'Amazon n'a augmenté que de 7% au cours du premier trimestre 2022, contre une expansion de plus de 44% au cours de la période donc de l'année 2021. Il s'agit d'un taux de croissance le plus faible de la société pour un trimestre depuis notamment l'effondrement des dot-com en 2001 et notamment de la deuxième période consécutive de croissance à un chiffre. Alors ces rapports quand même de résultats assez décevants ont déclenché quand même une vente massive de ces actions, notamment de commerce électronique, de e-commerce, qui suggère que les investisseurs ne voient pas pour le moment de rebond dans ce secteur, on va dire dans ce segment, pardon. Le commerce électronique était jusqu'à présent, je dirais, l'un des domaines les plus sûrs de l'économie numérique, commence un petit peu à montrer, je dirais, des signes de fatigue, de faiblesse, après notamment 2 années de gains assez remarquables pour compenser un petit peu certaines de ces pertes. L'action Amazon a introduit au début du mois de mai une surcharge de 5% pour certains de ses vendeurs américains. La première de ce type dans l'histoire, notamment de la société. Et si vous vous souvenez bien, au trimestre dernier, Amazon a augmenté notamment le prix de son abonnement Amazon Prime pour la première fois en 4 ans, le faisant passer donc de 119 à 139 $. Ça, c'est aux États-Unis, l'Amazon Prime américain. Donc pour le moment, je dirais au niveau fondamental, on aura du mal quand même, Amazon aura du mal un petit peu à développer son activité de commerce électronique dans l'environnement, je dirais, inflationniste actuel, ce qui créera bien sûr des vents contraires, importants pour le cours de l'action, en tout cas de la société à court terme. Cela dit, beaucoup d'analystes sont presque assez unanimes à penser que la position dominante de la société dans de nombreux domaines de l'économie numérique n'est pas menacée,
et que les investisseurs devraient considérer cette période de faiblesse comme une opportunité d'achat. Alors, on va regarder ça de manière tranquille au niveau technique. On va essayer d'agrandir d'abord sur la partie mensuelle. On a une très forte accélération depuis décembre 2018 jusqu'au plus haut du mois de juillet 2021. Et depuis, on a eu une forte décélération. Si on prend un petit peu la partie des retracements de Fibonacci en prenant le point le plus bas et le point le plus haut. Alors, au niveau mensuel, même s'il reste 21 jours et 11 heures, puisque le mois n'est pas terminé, là, vous êtes sur le mois là, vous êtes sur le mois de mai, donc là, le mois n'est pas terminé. Mais ce qui est très important, c'est que là, vous avez eu ce qu'on appelle un avalement baissier sur le mois d'avril. Alors, juste pour vous résumer un petit peu ce qu'est un avalement baissier, je vais voir si je peux vous montrer ce qu'est un avalement baissier pour ceux qui ne se souviennent pas. Je vois si j'arrive à le trouver déjà. Alors oui, effectivement, là, vous avez ce qu'on appelle un avalement baissier. Donc, un avalement baissier, c'est pour vous résumer un petit peu, c'est que lorsque vous avez un graphique qui monte de plus en plus, comme ce qui s'est passé là, et que vous avez ici une bougie qui est assez importante, qui mange, entre guillemets, la bougie précédente entre le corps du haut et le corps du bas, vous avez ce qu'on appelle un avalement baissier. Donc, ce qui veut dire qu'on a effectivement un potentiel de chute. Et là, la chute a bien eu lieu puisqu'on est passé entre le mois d'avril et le mois de mai de 2478, soit 2175, la clôture d'hier. Est-ce qu'on va fermer en dessous des 61,8% de Fibonacci à 2280 ou est-ce que le marché va nous faire ce qu'on appelle un chandelier avec une mèche qui repasse en dessous, mais le corps qui repasse au-dessus des 2280, ça y est. Bon, c'est les 21 jours qui pourront nous le confirmer. On va regarder sur de l'hebdomadaire ce qu'il en est. Hop, on va augmenter l'hebdomadaire. Donc là, on a eu une forte accélération. Après ce canal haussier, on a une cassure de ce canal ici. Là, on a eu un fort support qui a également été cassé. Le prochain niveau de support, il serait à peu près, si je vous montre tout cela, il serait à peu près là. D'accord, donc ça, c'est le prochain niveau de support à laquelle le marché peut aller chercher. C'est entre les fameux 2000, 2030, 2085. Et là, on pourrait avoir une zone d'achat. Donc pour l'instant, la dynamique est fortement baissière. On va regarder sur du court terme, notamment en journalier. En journalier, ici, vous avez les Fibo qui ont été tracés en mensuel. Vous avez ici, pour l'instant, la bougie d'hier qui est passée sous la Fibo des 61,8%, ce que je vous ai montré juste avant, en mensuel. Et pour l'instant, la dynamique est fortement baissière. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de support, voire même la Fibo juste en dessous, qui est là, aux alentours des 1854. Si on casse cette zone de support, on peut aller chercher encore beaucoup plus bas. Donc, n'oubliez pas que c'est ça qui est fondamental, même en journalier, vous tracez vos niveaux de support. Donc là, on a eu un gap quand même baissier qui n'a pas été bouché, puisque vous savez que généralement les gaps sont bouchés. Donc à un moment ou à un autre, le marché va repartir à la hausse pour aller chercher les 2700 dans 95% des cas. Mais là, pour le moment, le marché est bien avec cette jambe de baisse, on est bien dans une inertie plutôt baissière pour aller chercher cette zone de support aux alentours des 2030 et 2085. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central, notamment sur l'action Amazon. Et là, effectivement, alors l'analyse a été faite hier, puisqu'elle a été faite, je vais vous dire ça tout de suite, oui, le 9 mai à 8h32 du matin, avec un objectif à 1999 voire 1868, pardon, tant qu'on est au-dessus des 2564, comme je l'ai montré sur le graphique en live. Alors là, on est sur un graphique qui est daily, c'est-à-dire que c'est un graphique moyen terme, donc chaque bougie représente une journée de cotation. Donc là, le fameux gap est ici, on le voit de manière zoomée. Et la dynamique est plutôt baissière, c'est d'aller chercher les fameux 2000, qui est un seuil psychologique de 1000, voire 1999. On va parler du Nasdaq, donc l'indice de valeur technologique américaine, où là, effectivement, le Nasdaq. Alors, attendez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Nasdaq qui est ici. Alors, comme je vous l'avais évoqué en introduction, on a un rebond technique ce matin. Mais bon, les actions se sont quand même assez envolées après la réunion de la Fed le 4 mai, mais ça n'a pas duré longtemps, juste après la réunion. Je crois que c'était là. Attendez voir, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça, je crois que c'était là.
Non, c'était ici, pardon. Le 4 mai, c'était ce jour-là, où là, effectivement, il y a eu la réunion de la Fed, mais ça n'a pas duré longtemps puisque la hausse qui est quand même assez prématurée, les gains ont été inversés quasiment le lendemain. Voilà, et la chute s'est poursuivie vendredi 6 mai, notamment avec le rapport NFP. Les investisseurs semblent quand même avoir recentré, je dirais, leur attention sur des éléments essentiels de la réunion, qui est la Fed allait augmenter les taux. Et plus important encore, comme je vous l'avais évoqué, resserrer un peu les conditions financières en conséquence. Donc, si on regarde un peu l'aspect technique, notamment en 2018, si vous vous souvenez, les conditions financières se sont resserrées de manière assez spectaculaire lorsque la Fed a relevé notamment ses taux, ce qui a fait plonger l'indice de référence financier mondial, le S&P 500, de près de 20%, ce qui a poussé également les valeurs technologiques à la baisse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la Fed parle de resserrer les conditions financières, c'est pas, ça peut être qu'une mauvaise nouvelle pour les cours des actions. Et compte tenu donc de l'ampleur, je dirais, du resserrement qui nous attend encore, le problème pour les actions, c'est que ça peut que s'aggraver. Et si la Fed a l'intention, je dirais, de resserrer un peu les conditions au-delà du niveau neutre, ça rend un petit peu les conditions financières assez restrictives. Les choses pourraient un petit peu empirer. Alors, au niveau technique, et c'est ça qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive à une zone importante, notamment sur la zone des 50% de Fibonacci à hauteur de 12 071. Alors, le plus bas de ce mois-ci, on les a touchés, puisque les 12 101, on est quasiment sur le niveau des Fibos, avec en parallèle la Tenkan-sen, donc la Kijun a été cassée le mois dernier. Là, on a cherché la Tenkan-sen. On peut avoir effectivement un rebond technique. Là, sur du court terme, ça peut être intéressant. On a un très, très joli point d'entrée techniquement parlant. En gérant correctement votre risque, vous mettez un petit peu un stop en dessous de cette FIBO. Et on peut chercher un rebond technique intéressant pour aller chercher les 12 470 sur du court terme. Pourquoi pas? On va regarder en hebdomadaire si on a quelque chose d'intéressant. En hebdomadaire, c'est le graphique du milieu. Donc là, vous avez les FIBO également sur de l'hebdomadaire. Donc là, ça, c'est la journée actuelle, c'est la semaine actuelle, ça, c'est la semaine dernière, où là, effectivement, on a cassé la FIBO des 13 180. On pourrait mettre une alerte aux alentours des 50%, donc à hauteur de 12 100 à peu près, pour pouvoir reprendre un point d'entrée. Et ça, il faudrait voir sur du court terme, d'accord, notamment sur des graphiques en daily. Et là, le graphique en daily nous donne un petit peu ce rebond technique, comme je vous l'avais évoqué en introduction, qui a eu lieu. Là, je suis sur 4 heures, je ne suis pas en daily. Attendez, je vais essayer de vous mettre sur du daily. Là, on est sur du daily. Alors d'ailleurs, je vous ai tracé ici une zone de support importante. D'ailleurs, le marché commence un petit peu à rebondir là-dessus. Tout pour nous dire que, notamment avec cette fibo-là, les cassures ont eu lieu, on a cassé les 12 940. Le marché peut faire un rebond technique et aller chercher cette zone de résistance autour des 12 800. En tout cas, la zone à laquelle nous nous trouvons au moment où je vous parle est une zone intéressante d'achat. D'accord, ce qu'on appelle un rebond technique. En gérant correctement son risque, on met un stop en dessous de cette zone-là. On peut effectivement avoir un rebond technique. Alors, si je trace la FIBO, il y a sur du court terme entre le point le plus bas, hop. Voilà, on peut effectivement avoir un rebond technique. La zone clé serait 12 940. Ça serait la zone spécifique à laquelle il faudrait peut-être aller chercher. Même cette zone-là, pourquoi pas, 12 800, ça peut être intéressant. On va regarder bien sûr ce que préconisent les analystes trading central. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du court terme ou du moyen terme. Hop. Alors là, c'est du court terme. Vous voyez, le graphique est sur du 30 minutes. Le graphique est sur du 30 minutes, donc c'est du court terme. Ce qui serait intéressant, c'est d'acheter lorsqu'on casse les 12 450 pour aller chercher les 12 680, voire les 12 930. Pour l'instant, eux préconisent une baisse pour un scénario principal. Mais pourquoi pas prendre le scénario alternatif dans le cas où le marché casserait les 12 450, surtout que sur du moyen terme, on est sur une zone clé intéressante à laquelle le marché peut subir un rebond technique. On va parler du pétrole, le pétrole, donc le WTI. On est toujours sur, comment dirais-je, des craintes d'une récession économique mondiale, due notamment à une inflation, une inflation qui est quand même élevée au resserrement monétaire qui en résultera, je dirais,
de la part des banques centrales qui pourraient déterminer si le prix du pétrole, pourrait quitter leur sommet cette semaine. Il faut savoir que demain, encore une fois, c'est important parce que c'est une information importante, l'indice américain des prix à la consommation, donc le CPI, montrera si l'inflation dans la plus grande économie du monde a atteint son pic, après notamment des mois de croissance à son rythme le plus rapide depuis 4 décennies. Alors si c'est le cas, la Fed pourrait être incitée à ne pas imposer des hausses de taux qui ont été élevées dans les mois à venir. En tout cas, dans le cas contraire, les marchés craignent que le prochain recours de la Fed ne soit une hausse de 75 points de base, comme je vous l'avais évoqué en introduction, après la hausse donc, des 50 points de base de la semaine dernière, qui est quand même déjà élevée depuis de 20 ans. Le pétrole a glissé plus tôt dans la journée, notamment hier. Regardez cette jambe de baisse, notamment les craintes liées d'une récession mondiale avant de retourner à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone clé quand même intéressante. Les investisseurs s'intéressent bien sûr aux négociations de l'Union européenne et notamment sur un embargo pétrolier russe qui devrait resserrer encore une fois l'offre mondiale. Bon, il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles notamment le président russe Vladimir Poutine pourrait élever le conflit ukrainien au niveau de la guerre à l'occasion donc des célébrations du jour de la victoire de Moscou, notamment aujourd'hui, au lieu de l'étiquette opération militaire spéciale qu'il a utilisée jusqu'à présent, qui ont également maintenu les prix du brut généralement soutenus. En tout cas, le WTI a augmenté d'un peu plus de 8% au cours des deux, on va dire, 2 semaines précédentes, malgré, je dirais, le rebond. Il y a quand même toujours cette menace de récession qui pourrait encore avoir raison du pétrole, selon en tout cas beaucoup d'analystes. En tout cas, sur la partie technique, notamment au niveau mensuel, vous voyez, là, vous avez 2011, depuis 2011-2014, on est sur des niveaux clés. On est sur des niveaux à laquelle je vous en ai parlé lors des précédents webinaires, où là, effectivement, cette zone est la zone à laquelle le marché pourrait continuer à donner des signes de faiblesse, des signes de fatigue à laquelle le marché pourrait repartir à la baisse et aller chercher les 95, en tout cas sur du moyen terme, avec les fondamentaux derrière. Ça peut se poursuivre. Sur de l'hebdomadaire, on a eu effectivement ici, si on regarde bien, un double top. 1, 2, on a un pullback, mais un double top qui n'a pas été forcément validé. Pourquoi ça n'a pas été validé? Parce qu'on est reparti au-dessus de cette ligne de coup, parce que généralement, lorsqu'on a un double top, pour vous montrer un peu le schéma, alors, je vais voir si j'arrive à le retrouver, ce double top. Ouais, il est là. Donc, si vous avez un double top, c'est un peu ce que vous avez ici. Donc, pour vous résumer, pardon, hop. Donc, le double top, c'est ça. C'est que vous avez une forme de M, d'accord, pullback, et normalement, on repart à la baisse. Là, on a effectivement cette forme de M, c'est pas dire, on a fait un pullback, comme ce qui s'est passé ici. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas continué à la baisse. Donc, le signal est invalidé, et donc, du coup, le double top n'a pas été validé. D'où l'importance, bien sûr, de mettre des stops, parce qu'il n'y a pas de coup sûr, entre guillemets, sur l'analyse technique. Et là, effectivement, la résistance a été cassée, notamment suite à la semaine dernière, et là on repart à la baisse. Alors est-ce qu'on va repartir en dessous de cette zone de support? Si à la fin de la semaine on passe en dessous, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher cette M4 aux alentours des 87, 96,12 comme vous voyez sur le graphique. On va regarder sur du journalier. Hop, sur du journalier. Alors je vous ai tracé les Fibos entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette grande jambe de baisse. Là, le marché, pour l'instant, consolide sur cette FIBO à hauteur de 28,6%, à hauteur de 102,02. Si ça passe en dessous, on pourrait aller chercher cette zone de support qui est entre les 93,10 voire les 94,91. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui, eux, préconisent notamment sur du moyen terme en daily une variation à la hausse pour aller chercher les 120,50. Pour l'instant, on n'y est pas. Au moment où le graphique a été donné, on était à 108,47 et là, on a bien chuté depuis. Et si ça passe sous les 95,80, on pourrait effectivement aller chercher les 90, voire les 84,10. Ça, c'est le scénario alternatif, bien évidemment. Enfin, nous allons parler de la parité euro-dollar, donc la monnaie unique contre le dollar américain.
Là, on est sur une zone intéressante. On va regarder sur la partie graphique. Pourquoi c'est une zone intéressante? Alors, on va regarder d'abord sur la partie mensuelle, parce que c'est un gros niveau de support du mois de mars 2015. Où là, le marché a toujours rebondi dessus. Donc, il a rebondi en mars 2015. On a rebondi également en décembre 2015. On est reparti à la hausse encore en décembre 2016, janvier 2017 et ainsi de suite. Et là, on est sur cette zone clé. Alors maintenant, pour confirmer cette accélération, alors il reste quand même 21 jours, il faudrait passer au-dessus des 1,0636, 1, soit les 100% des Fibo tracés. On voit d'ailleurs que la cassure a eu lieu le mois dernier. On fait ce qu'on appelle un petit pullback ici. Alors maintenant, bien sûr, si on passe sous cette zone de support encore, c'est-à-dire si le corps passe sous cette zone et 1,0450, alors là, c'est plutôt dangereux dans le sens où on peut arriver à parité quasiment entre l'euro et le dollar américain pour pouvoir avoir de l'espoir concernant la remontée de l'euro-dollar. Ce qui serait plus judicieux, c'est d'avoir effectivement une accélération et d'aller chercher une cassure de la résistance des 1,0636. Si on passe au-dessus des 1,0636, bah, sachez que le mois prochain, on peut avoir une nouvelle accélération pour aller chercher les 1,0795, voire les 1,0890. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Alors sur de l'hebdomadaire, c'est ça qui est intéressant. On a effectivement la semaine dernière, on a ce qu'on appelle un doji, ce qu'on appelle une figure d'indécision. Donc pour vous rappeler un peu ce qu'est un doji, c'est ça, hein, c'est une figure d'indécision. Généralement, lorsque vous avez un doji, lorsque vous avez une chute et que vous avez un doji derrière, le marché a tendance à repartir à la hausse derrière. Dans une majorité des cas, si vous êtes sur une zone de support ou de résistance, le marché a tendance à repartir derrière et tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher les 1,0630. Et si on casse les 1,0630, 1,0636, qui est la zone de support hein, de mars 2020, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut et on peut tenter un rebond intéressant sur la parité euro-dollar. On va regarder un petit peu sur du court terme. Alors sur du court terme, on a ça. Effectivement, on a une décélération, une forte décélération. Mais alors, ce qui est important, c'est que si le marché casse ce support oblique, on peut avoir une nouvelle chute. Et ce qui pourrait être un peu plus inquiétant, où là, on pourrait avoir une forte chute. Mais il faut casser d'abord ce support technique. Tant que le support technique, le support oblique que vous aviez ici, tient bien, à ce moment-là, le marché peut encore tenter de repartir à la hausse. Voilà pour ce mardi 10 mai 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que tout le monde m'a bien entendu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Excellente journée à tous et à toutes.